Barthelot, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Télette à la source de la fraternité. Vous avez écrit l'art symbolique procède par analogie. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples maçonniques de l'utilisation de l'analogie comme art symbolique? Ouais, donc, en préambule, alors effectivement, je suis parti des récits de la Bible. Hein. Et ce que je voulais dire, c'était que face à ces récits, l'important, c'est de ne pas savoir s'ils ont vraiment existé, si les choses se sont déroulées, mais surtout quel en est le sens. Et quand on parle du sens, effectivement, on insiste sur la valeur du symbole. Et la valeur du symbole, on s'en rend compte quand on procède par l'analogie. Alors, je voyais deux types d'analogies. L'analogie dite horizontale comme correspondance couleur-son ou nombre-lettres. Et en maçonnerie, les lettres et les nombres, c'est important. Hein. Et puis l'analogie verticale, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et je crois que l'important, c'est lorsqu'on contemple une image. Alors, quand on est dans le temple maçonnique, par exemple, mettons-nous dans le temple, voyons le sanctuaire, on voit le soleil, la lune, on voit le delta lumineux, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces images, il y a ce que j'appelle la proto-image. C'est-à-dire qu'il y a derrière ces images une force qui se dégage supérieure et qui symbolise le temple de l'esprit. Donc, pour moi, les symboles maçonniques, tels qu'on les voit comme image, ont cette proto-image qui sont l'essence même de ce qu'elles veulent représenter et on peut faire des corrélations. Et l'importance de l'analogie, c'est qu'on recherche la corrélation, la réciprocité des phénomènes. En fait, c'est ça qui est important, plus que l'image proprement dite. Et je pense qu'en maçonnerie, c'est un moment important lorsqu'on est face à ces différents symboles. Qu'est-ce que ça va réveiller en nous, en fait. Voilà comment je le ressens. Justement, puisqu'on parle de corrélation, le sous-titre de votre ouvrage, c'est Essai sur l'archétype des relations entre Salomon et Hiram dans la construction du temple. Et justement, j'aimerais que vous me parliez des corrélations que vous révélez dans votre ouvrage. L'archétype roi, prêtre et prophète. Et c'est sur cet archétype, roi, prêtre et prophète, que comment dirais-je, la cité humaine s'est créée, en fait. Hein. Et donc, le temple de Jérusalem, qui est le prototype donc, de la Jérusalem céleste telle qu'on la conçoit après, je veux dire par là que nous sommes tous à la fois les fils d'Adam, les fils de Noé, rois, prêtres et prophètes. Et si vous voulez, pour moi, tout est lié. Et je dirais que la tradition maçonnique, je pense, l'a compris. Moi, j'avoue que c'est en lisant le livre des rois enfin, en le relisant, parce que je l'avais lu effectivement lorsque j'ai abordé le temple de Salomon, mais ces évidences-là, je ne les avais pas vues. Je ne les avais pas vues et je me dis, et quand je vois après, enfin, je ne sais pas si on abordera le sujet, mais quand je vois la façon dont les rois, le roi de Jérusalem, le roi juif et le païen se réunissent pour construire, etc., c'est ce qui fait la fraternité maçonnique, on en parlera après. Mais pour moi, il y a cette... grâce à la méta-histoire, on comprend mieux comment les choses se sont conçues à l'origine. Voilà. Vous écrivez que le temple de Jérusalem a été conçu dans le désert. Est-ce parce que, comme le puits dans le désert, le cœur s'y met à nu? Ou y a-t-il d'autres explications et d'autres regards possibles? Alors, ce regard-là est juste, bien sûr, puisque dans le désert, il y a un puits. Et alors, là aussi, quand on revient à la Bible, on se rend compte que les Juifs quittent l'Égypte, traversent le désert pendant 40 ans. Et ces 40 ans sont le lieu même je dirais,
de cette conception. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la génération qui rentre dans le désert, qui quitte l'Égypte, ce n'est pas celle qui rentrera dans la terre promise, puisque 40 ans passés, bien entendu, c'est la jeune génération qui est née dans le désert et c'est elle qui va rentrer dans la terre promise. Donc, dans ce moment, alors, quand on voit la façon dont les Juifs se sont conduits dans le désert, ceux qui voulaient retourner à l'esclavage parce que c'était trop dur, ceux qui ont continué, c'est forgé là une fraternité. Et dans cette fraternité, moi je dis, ce que je dis dans le livre, c'est que c'est la Torah qui rentre. Moïse n'y rentre pas, bien sûr, et Aaron, effectivement, on va rentrer, mais ce qui rentre dans la terre promise, c'est la Torah. Dans la Torah, tous les commandements ont été édictés, et je dirais que le temple, tel qu'après, David va recevoir les plans, etc., mais tout ça s'est forgé dans cette épreuve, une grande épreuve qui est la traversée du désert, et c'est la jeune génération qui, en rentrant en terre promise, pourra mettre ça progressivement en place. Ok. On va parler de homme, temple et univers. Est-ce que homme, temple et univers expliquerait la nécessité de laisser les métaux à la porte du temple? Oui, non, pourquoi? Il y a aussi dans la Bible, dans le livre des rois, un beau passage où on dit que pendant la construction du temple, il n'y avait aucun bruit de métaux sur le temple. C'était des pierres taillées qui étaient là et toute la partie métallique était. Et si on veut vraiment entrer vraiment dans ce qui nous dépasse, en fait, comment l'homme est un microcosme, mais comme je l'explique, c'est un microcosme, mais c'est plutôt l'univers qui est à l'image de l'homme, et non l'inverse, comme disaient les Grecs, pour la traduction hébraïque, c'est nous qui sommes ce microcosme. Donc, si je dégage de moi les métaux, oui, il y aura ma nature profonde, qui est celle d'ailleurs du frère en face de moi qui a fait de même. Et c'est là que l'unité se fait et on comprend mieux effectivement comment joue dans Homme Cosmos. Vous abordez dans votre ouvrage les réflexions et la pensée de Teilhard de Chardin, dans son livre Le phénomène humain. Il a écrit « L'union différencie ». Est-ce que l'union différencie, ce n'est pas un oxymore? Est-ce que ce n'est pas antinomique? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes différents. Et quand on rentre dans un temple maçonnique, quand on est initié, quand on arrive, on est tous différents. On vient d'horizons différents, à la limite de religions différentes, etc. Il se passe quoi? Il se passe qu'on vous fait passer par la porte basse. On vous dit après, vous avez 3 ans, vous ne savez ni lire ni écrire. Donc, que vous soyez un bac plus 10, un ouvrier, etc., vous êtes identiques et pourtant différents. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est pareil, c'est avec le temps qu'on mûrit ça et on se dit effectivement, comment dirais-je, on laisse de côté nos métaux, on revient à la question initiale, le métaux à la porte du temple, et on se reconnaît dans notre diversité, on reconnaît notre unité. Voilà comment moi je ressens les choses. Les crises du XXIe siècle poussent aux divergences et même au repli communautaire. Oui. Comment la fraternité maçonnique peut-elle intervenir dans cette situation de crise? Déjà, en tenue maçonnique, il y a un effort à faire, et ce qui n'est pas souvent évident. Déjà, se comprendre à partir d'un rituel commun, d'une histoire commune, puisqu'on avait tous passé par l'apprentissage. Et alors, je crois ce que la franc-maçonnerie peut nous apprendre, enfin moi, c'est ce que je ressens avec le temps, c'est qu'un, il faut accepter l'histoire et il faut prendre le temps de l'amélioration. C'est-à-dire que pour certains, ils veulent des buts qui sont leur propre pensée et non pas toute la partie, je dirais, transcendance de la franc-maçonnerie. Je dirais, par exemple, on parle de paix, on parle de sagesse, on parle d'amour.
L'amour, ça se trouve à beaucoup de degrés. Mais on a souvent tendance à le rapporter à nos propres pensées. Et je crois que je dirais que l'homme ne peut pas produire une fin, il ne peut pas produire une fin qui soit celle qu'il souhaite. Une phrase de Pascal qui est extraordinaire, c'est que l'homme passe infiniment l'homme. L'homme passe infiniment l'homme. Et je crois qu'on ne peut pas être producteur de notre fin, comme d'ailleurs on n'a pas été producteur de notre origine. Donc, c'est ça il faut bien prendre en compte cette donnée. En franc-maçonnerie, on parle souvent du fil à plomb qui permet la descente intérieure socratique. La question taquine est la suivante. Mais qui tient ce fil? Justement, le fil à plomb, c'est un outil, enfin, quand on l'a utilisé, bon, gamin, quand je construisais des murs avec mon père, il me disait, tu prends ton fil à plomb pour voir si c'est bien. Voilà. Bon, alors, mais il me disait, le fil à plomb, voilà comment tu le prends. Hein. Et de toute façon, le fil à plomb, le plomb ramène le centre de gravité, ramène un endroit. Alors, quand on descend à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce qu'on nous demande, hein, visite, d'ailleurs, dès le cabinet de réflexion, visite l'intérieur de la Terre, etc. Donc, ça veut dire que tu prends, jeune apprenti, après ton fil à plomb pour aller au fond de toi-même. Si l'outil n'est pas pris comme il doit être, la construction ne sera pas droite. Jean Barthelot, merci pour cette réponse qui, quelque part, fait une analogie avec vos relations au père. Merci d'avoir écrit À la source de la fraternité, ouvrage dont nous avons bien besoin en notre période de crise. Merci beaucoup. Merci à vous.